Je m'appelle Apolline, j'ai 35 ans. Ma vie, je l'ai bâtie de mes propres mains, brique par brique, dans la belle ville de Lyon. J'étais directrice marketing, fière de mon indépendance, fière de ce que j'avais accompli sans jamais rien demander à personne. Un matin de mardi, tout a basculé. Un texto de ma sœur Manon, envoie-moi 2500 € pour MON anniversaire. J'ai répondu, gagne-les toi-même. 5 minutes plus tard, mes parents ont texté, PAIE, ou tu n'as plus des familles. Cette nuit-là, j'ai appuyé sur annuler, annuler. Tout annulé. Et le lendemain matin, j'ai découvert une vérité si choquante que vous n'allez pas y croire. Avant d'entrer dans les détails de cette histoire qui a changé ma vie, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Ce mardi matin avait pourtant si bien commencé. Le soleil d'automne filtrait à travers les grandes baies vitrées de notre salle de réunion, au 20e étage d'une tour dominant la Part-Dieu. J'étais en pleine présentation d'un nouveau projet, une campagne marketing audacieuse pour un client important. Les mots sortaient de ma bouche avec fluidité et conviction. Je maîtrisais mon sujet, je maîtrisais l'auditoire. Je me sentais forte, compétente, vivante. C'est à ce moment précis que mon téléphone, posé en mode silencieux sur la table de réunion, s'est allumé. Le nom de Manon. Une vague d'agacement m'a traversée. Elle savait que j'étais en réunion. Je l'ai ignoré. Mais l'écran s'est rallumé. Une fois. 2 fois. J'ai terminé ma présentation sous les applaudissements de l'équipe et les sourires satisfaits du client. En regagnant ma place, je me sentais sur un petit nuage. De retour à mon bureau, ce sentiment d'accomplissement s'est vite dissipé. J'ai regardé les messages. Le premier était direct, brutal, comme un coup de poing, j'ai besoin de 2500 € pour ma fête de 18 ans. C'est non négociable. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu, pas de s'il te plaît. Juste une exigence, formulée comme un ordre. 2500 €. La somme m'a laissé sans voix pendant une seconde. C'était astronomique. C'était le symbole d'un fossé immense entre sa réalité et la mienne. Pour elle, l'argent semblait pousser sur les arbres. Pour moi, il représentait des heures de travail acharné, de stress, de sacrifice. Une partie de moi, une vieille habitude, a voulu céder. Juste pour avoir la paix. Pour éviter le drame qui, je le savais, allait suivre. Mais une autre partie, plus forte cette fois, s'est rebellée. La colère est montée, froide et rapide. Trop, c'était trop. J'ai tapé une réponse tout aussi sèche, tu as 18 ans. Trouve un travail et gagne-les toi-même. J'ai appuyé sur « Envoyer » avec une satisfaction féroce. Je pensais que la conversation s'arrêterait là, qu'elle bouderait pendant quelques jours. J'avais tort. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, Martine. Sa voix, à l'autre bout du fil, était tremblante, pleine de larmes feintes, une performance qu'elle maîtrisait à la perfection. « Apolline, ma chérie. Comment peux-tu être si dure avec ta petite sœur? Elle est si sensible. Tu sais bien que ses 18 ans sont importants pour elle. Elle est dans sa chambre, elle pleure toutes les larmes de son corps. Elle a le cœur brisé. Toi, tu as si bien réussi, tu as de l'argent. Un petit geste ne te coûterait rien et la rendrait si heureuse. » Chaque mot était une petite piqûre de culpabilité. La sœur aînée responsable. La fille qui a réussi. Celle qui doit prendre soin des autres. J'ai serré les dents. Maman, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. Elle ne peut pas tout attendre des autres. J'ai essayé de rester calme, mais ma voix tremblait de rage contenue. Elle a soupiré, un long soupir de martyr. Tu es devenue si dure. L'argent t'a changé. Tu ne comprendras donc jamais. Puis elle a raccroché. Et c'est là que le coup de grâce est arrivé. Un texto de mon père, Gérard. Court. Glacial. Paix pour ta sœur, ou ne te considère plus comme faisant partie de cette famille. C'est ton choix. Un deuxième texto de ma mère a suivi immédiatement, comme pour enfoncer le clou, ton père a raison. Nous sommes une famille.
On s'entraide. Si tu ne peux pas comprendre ça, alors tu n'as rien à faire avec nous. Je suis restée assise, mon téléphone à la main, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était plus une demande. C'était un ultimatum. Un chantage affectif dans sa forme la plus pure et la plus violente. La colère s'est mélangée à une douleur profonde, une vieille blessure qui venait de se rouvrir. Une partie de moi, la petite fille en moi, voulait juste crier. Crier qu'ils n'avaient pas le droit. J'ai toujours tout fait pour eux. J'ai toujours essayé d'acheter leur approbation, leur fierté. Et voilà comment ils me remerciaient. En me menaçant de me rayer de leur vie pour une stupide fête d'anniversaire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai arpenté mon appartement, les lumières de Lyon scintillant en contrebas, indifférente à mon tourment. Les mots de mes parents tournant en boucle dans ma tête. Paix ou tu quittes la famille. Chaque mot était un coup de poignard. Mais sous la douleur, une nouvelle sensation émergeait. Une sorte de clarté froide. Ils avaient enfin montré leur vrai visage. Et ce visage était laid. Cette nuit-là, la colère se battait avec la tristesse en moi. Mais je ne savais pas encore que ce chantage n'était que le premier fil d'une pelote de mensonges bien plus sombre que j'allais bientôt devoir démêler. Pour que vous compreniez l'ampleur de ma décision cette nuit-là, il faut que je vous parle de mon passé. Il faut que vous compreniez que cette demande de 2500 € n'était pas un incident isolé. C'était l'aboutissement de toute une vie d'injustice, la goutte d'eau qui a fait déborder un vase rempli de larmes et de sacrifices silencieux. Je suis née et j'ai grandi à Caluire-et-Cuire, une banlieue tranquille de Lyon. Mais ma vie n'a jamais été tranquille. J'étais l'aînée, la première. Celle sur qui reposaient tous les espoirs, mais aussi toutes les responsabilités. Dès l'adolescence, j'ai compris que si je voulais quelque chose, je devais me battre pour l'obtenir. Mes parents, Martine et Gérard, n'étaient pas méchants, non. Ils étaient simplement dépassés. Et faibles. Leur amour était conditionnel, basé sur ce que je pouvais faire pour eux, pas sur qui j'étais. Puis Manon est arrivée. J'avais 17 ans. J'étais presque une adulte, déjà en train de préparer mon bac et de travailler le week-end dans une boulangerie pour payer mes futures études. Manon était le bébé miracle, la petite dernière, leur seconde chance. Et ils ont tout misé sur elle. Tout ce qu'ils ne m'avaient jamais donné, ils le lui ont offert sur un plateau d'argent. Un argent qu'ils n'avaient pas. Un souvenir en particulier reste gravé dans ma mémoire, une blessure qui ne s'est jamais vraiment refermée. J'avais 16 ans. Pendant tout l'été, j'avais travaillé sans relâche, faisant des heures supplémentaires, renonçant aux sorties avec mes amis, mettant chaque euro de côté. Mon objectif, le voyage scolaire en Italie. Florence, Rome. J'avais des posters dans ma chambre. J'apprenais des mots d'italien. C'était plus qu'un voyage, c'était une promesse d'évasion, une porte vers un autre monde. J'avais presque atteint la somme nécessaire. J'étais si fière. J'ai montré mon petit carnet de comptes à mes parents, le total entouré en rouge. Ma mère avait souri vaguement, mon père m'avait donné une tape dans le dos. Une semaine avant le départ, mon père est venu me voir dans ma chambre. Il avait l'air abattu, le visage soucieux. Il s'est assis sur mon lit, une chose qu'il ne faisait jamais. « Apolline ? J'ai un gros problème. Une facture imprévue. Si je ne la paie pas, on va avoir de sérieux ennuis. Je te jure que je te rembourserai. Dès que possible. C'est promis. » J'ai hésité. Mon cœur d'adolescente s'est serré. L'Italie ? Mais c'était mon père. Ma famille. Bien sûr que je devais les aider. J'ai sorti la boîte en fer qui contenait toutes mes économies. Je lui ai tout donné. Tout. Il m'a prise dans ses bras, m'a dit que j'étais sa fille formidable, son roc. J'ai dû annuler le voyage. J'ai dit à mes amis que j'étais malade. La honte me brûlait la gorge quand je voyais leurs photos sur les réseaux sociaux, posant devant le Colisée, souriant. J'ai passé cette semaine-là enfermée dans ma chambre. 2 semaines plus tard, le jour de l'anniversaire de Manon, qui devait avoir 4 ou 5 ans, je l'ai vue dans le salon, jouant avec une maison de poupées magnifique, immense, en bois. Une de celles qu'on voit dans les vitrines de Noël des grands magasins. Je savais ce qu'elle coûtait. Elle coûtait exactement le prix de mon voyage en Italie.
Ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris que j'étais le plan B. Le filet de sécurité. Et que ma sœur était la priorité. Mes rêves à moi pouvaient attendre. Les siens, jamais. Les années ont passé. J'ai quitté la maison, j'ai fait mes études en travaillant le soir, j'ai gravi les échelons. Eux, ils se sont enfoncés dans un style de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre, tout ça pour que Manon ne manque de rien. Les vêtements de marque, les cours de poney, les vacances au ski. Il y a 4 ans, le drame a encore frappé. Mon père a fait une petite crise cardiaque. Rien de très grave, mais assez pour nous faire peur à tous. Ma mère m'a appelée, en larmes, hystérique. C'est le stress, Apolline. Le stress à cause de l'argent. Tu vas le tuer avec tes soucis d'argent. La culpabilité m'a submergée. C'était de ma faute. Si j'avais plus de succès, si je les aidais plus, ils ne seraient pas malades. Une semaine plus tard, j'étais chez le banquier. J'ai ouvert un compte joint. J'y ai versé une somme importante, et j'ai mis en place un virement mensuel. C'est pour les coups durs, ai-je dit à mes parents. Les factures, la nourriture, la santé. S'il vous plaît, soyez raisonnables. Ils m'ont juré qu'ils le seraient. Et je les ai crus. Ou plutôt, j'ai voulu les croire. J'étais tellement occupée par ma carrière, par la construction de ma propre vie, que je ne vérifiais jamais. Je voyais l'argent partir tous les mois, et je me disais que je faisais ce qu'il fallait. Que j'achetais leur sécurité, leur tranquillité d'esprit. Mon monologue intérieur était toujours le même, je leur dois bien ça. Ils m'ont élevé. Je me mentais à moi-même. En réalité, je payais pour qu'ils me laissent tranquille. Je payais pour ne plus recevoir ces appels angoissés au milieu de la nuit. Je payais pour le silence. Je pensais que l'argent pouvait acheter la paix. J'allais découvrir qu'il n'avait fait que financer une guerre secrète menée contre moi. Le lendemain de l'ultimatum, je suis allée travailler avec une boule au ventre. J'ai décidé de ne répondre à aucun de leurs appels, à aucun de leurs messages. J'avais besoin de temps. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Le silence était ma seule arme, mon seul refuge. Mais ils avaient décidé de porter le combat sur un autre terrain. Un terrain public, là où la honte est la plus cuisante. Vers midi, Fabien, un collègue avec qui je m'entends bien, s'est approché de mon bureau, l'air visiblement mal à l'aise. Il tenait une tasse de café, mais il ne la buvait pas. Apolline, tout va bien? J'ai vu le message de ta sœur sur Facebook. J'espère que ce n'est pas grave. Mon sang s'est glacé. Quelle publication? Je ne suis pas très active sur les réseaux sociaux, je les utilise surtout pour le travail. Avec une appréhension grandissante, j'ai ouvert mon ordinateur. Et je l'ai vu. Manon avait publié une photo. Une vieille photo de nous deux, quand elle était bébé et que je la tenais dans mes bras. J'avais 17 ans, un sourire fatigué mais tendre. C'était une image d'innocence et d'amour fraternel. Et au-dessus, une phrase, empoisonnée de sous-entendus, je me souviens du temps où nous étions encore une vraie famille. C'est triste de voir comment le succès et l'argent peuvent changer les gens et leur faire oublier d'où ils viennent. Le cœur brisé. J'ai dû relire la phrase 3 fois pour en croire mes yeux. C'était diabolique de perfection. Elle ne me nommait pas, mais tout le monde savait. Nos amis communs, notre famille éloignée, et maintenant, mes collègues. En quelques mots, elle m'avait peinte comme une sœur ingrate, une arriviste sans cœur qui avait renié les siens. Les commentaires en dessous étaient un torrent de sympathie pour elle. Courage Manon, ne t'inquiète pas, les vrais savent, c'est tellement triste. J'ai senti mes joues brûler, une chaleur intense qui montait jusqu'à mes oreilles. J'étais humiliée, publiquement, par ma propre sœur. J'ai eu l'impression que tous les regards dans l'open space étaient tournés vers moi. Comme si cela ne suffisait pas, 1 heure plus tard, j'ai reçu un email d'un de mes clients les plus importants, un homme d'un certain âge, très à cheval sur les valeurs familiales. Il se trouvait qu'il était ami avec un cousin éloigné. Son message était poli, professionnel, mais la pique était claire. Chère Apolline, j'espère que vous allez bien. Je vous écris simplement pour prendre de vos nouvelles. J'ai cru comprendre que vous traversiez une période familiale un peu compliquée. Dans notre entreprise, nous croyons fermement que des fondations familiales solides sont la clé du succès professionnel.
J'espère que tout s'arrangera. Cordialement. La panique s'est ajoutée à la honte. Ma vie privée, ma sale histoire de famille, était en train de déborder sur ma vie professionnelle. La vie que j'avais mis tant d'années à construire. Et c'est à ce moment précis, alors que je me sentais au fond du trou, que j'ai reçu une notification de ma messagerie vocale. Un numéro inconnu. Par réflexe, j'ai écouté. C'était la voix de Manon. Elle devait avoir appelé quelqu'un et oublié de raccrocher, laissant un message par erreur. Et ce que j'ai entendu a transformé ma colère en une sorte de dégoût glacial. Sa voix n'était pas celle d'une jeune fille au cœur brisé. Elle était enjouée, conspiratrice. Non mais maman, t'inquiète pas, ça va marcher. Continuez à lui envoyer des messages. Papa, toi, sois plus dur. Dis-lui qu'elle vous déçoit. Et moi, j'ai fait mon post sur Facebook, tout le monde est de mon côté. Il faut qu'elle se sente complètement seule, qu'elle ait honte. Dites-lui que je ne mange plus, que je suis au lit en train de pleurer. Il faut la faire craquer. Elle va finir par payer, elle paie toujours. Elle est faible quand il s'agit de nous. J'ai laissé tomber mon téléphone sur le bureau. Faible. Elle avait dit que j'étais faible. Elle n'était pas triste. Elle n'avait pas le cœur brisé. C'était un plan. Une stratégie de manipulation orchestrée avec mes propres parents. Ils n'étaient pas en train de me demander de l'aide. Ils étaient en train de m'attaquer. J'ai réécouté le message une deuxième fois, pour être sûr. Chaque mot était encore plus cruel. Elle paie toujours. Cette phrase résonnait comme une sentence. Ils m'avaient jugé, condamné à être leur source de revenus inépuisables. Je suis resté là, pétrifié, le son de sa voix désinvolte et cruelle résonnant dans ma tête. Ce n'était plus une querelle de famille. C'était une trahison. À ce stade, je suis curieuse de savoir. Si vous aviez été à ma place, après cette humiliation publique et la découverte de ce complot, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous cédé pour acheter la paix, ou auriez-vous commencé à vous battre? Dites-le moi dans les commentaires, votre opinion m'intéresse vraiment. Elle voulait jouer? Très bien. Mais elle ne savait pas que j'étais sur le point de découvrir les règles de son vrai jeu, un jeu qui se chiffrait en centaines de milliers d'euros. L'après-midi s'est écoulé dans un brouillard de colère et de dégoût. Je n'arrivais plus à me concentrer. La voix de Manon, son assurance froide, sa stratégie calculée, tout cela tournait en boucle dans mon esprit. Il m'avait sous-estimé. Il pensait que j'étais faible, que la culpabilité et la honte suffiraient à me faire plier, comme toujours. Mais cette fois, quelque chose avait changé. La corde avait été tendue trop fort. Elle était sur le point de casser. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis sentie incroyablement seule. Mon bel appartement au cœur de Lyon, d'habitude mon havre de paix, me semblait vide et froid. Les lumières de la ville qui scintillaient à travers mes fenêtres, qui d'habitude me remplissaient d'un sentiment de fierté, me semblaient maintenant lointaines et moqueuses. J'ai failli craquer. Une partie de moi, la petite Apolline qui voulait juste être aimée, me chuchotait de céder. Appelle-les. Envoie l'argent. Fais la paix. À quoi bon m'avoir raison si tu es seule? Mais une autre voix, plus forte, plus dure, une voix que je ne m'étais pas souvent autorisée à écouter, grondait en moi. Ne fais pas ça. Pas cette fois. J'ai décidé de me changer les idées, de me plonger dans mes emails professionnels pour oublier. J'ai trié, j'ai répondu, j'ai classé. Mécaniquement. Et c'est là que je l'ai vu. Une notification de ma banque, arrivée en fin d'après-midi. L'objet était écrit en lettres capitales, un signal d'alarme automatique, alerte sécurité, transaction inhabituelle sur votre compte joint. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. J'ai cliqué sur l'email, mes mains devenant moites. Le message était clair. Un virement de 5 000 € avait été effectué ce matin depuis le compte joint. 5 000 €. Vers un bénéficiaire que je ne connaissais pas, Crédit Populaire de la Vallée. Une société de crédit à la consommation. Tout à coup, la demande de Manon et l'ultimatum de mes parents prenaient un sens nouveau et bien plus sinistre. Ce n'était pas pour une fête. C'était bien plus grave. Ils étaient aux abois. J'ai immédiatement appelé ma mère. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, sa voix mielleuse et inquiète.
Apolline, ma chérie. Je suis si contente que tu appelles. J'ai coupé court à sa comédie. Maman, je viens de recevoir une alerte de la banque. Un virement de 5000 €. C'est quoi cette histoire? Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Un silence qui en disait long. Puis elle a bafouillé. Oh, ça. Mais, c'est pour le toit, ma chérie. Oui, le toit. Il y a une fuite, une grosse fuite. Une dépense imprévue, tu comprends. On ne voulait pas t'embêter avec ça. Son mensonge était si maladroit, si évident, que c'en était presque insultant. Il me prenait vraiment pour une idiote. Le toit? C'est bizarre, vous l'avez refait il y a 2 ans. Je m'en souviens, j'avais participé. Nouveau silence, plus long cette fois. Ah, oui, mais c'est une autre partie. C'est compliqué. Écoute, ma chérie, je dois te laisser, j'ai quelque chose sur le feu. Et elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone, abasourdi par tant de mauvaise foi. Elle n'avait même pas essayé de rendre son mensonge crédible. C'était un signe de panique. Je savais que je ne pouvais plus gérer ça seule. J'étais trop impliquée émotionnellement. J'avais besoin d'un regard extérieur, d'un regard professionnel. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à la seule personne en qui j'avais une confiance absolue, Camille Bisset. Mon amie de toujours, depuis les bancs de la fac de droit. Aujourd'hui, elle était une avocate redoutable, spécialisée dans le droit financier. Camille, j'ai un énorme problème avec ma famille et un compte en banque. C'est urgent. Est-ce qu'on peut se voir ce soir? Sa réponse est arrivée en moins d'1 minute. Mon bureau. Dans 1 heure. Apporte tous les accès que tu as. En me préparant à partir, une pensée glaciale m'a traversée. J'avais ouvert ce compte pour les protéger d'un stress financier. Mais si c'était moi qui aurais dû être protégée? Protégée d'eux? En enfilant ma veste, mon regard s'est posé sur une photo encadrée sur ma commode. Une photo de nous 4, prise 10 ans plus tôt. Nous sourions tous. À l'époque, je pensais que ce sourire était sincère. Ce soir, je n'en étais plus si sûre. J'ai retourné le cadre photo contre le mur. Je ne pouvais plus supporter de voir leur visage. Je suis entrée dans le bureau de Camille avec une suspicion. J'allais en ressortir avec une certitude qui allait briser ma vie en 2. Le bureau de Camille était un sanctuaire de calme et d'ordre, tout le contraire du chaos qui régnait dans ma tête. Situé dans le quartier chic du 6e arrondissement de Lyon, avec une vue imprenable sur le parc de la Tête d'Or, c'était un lieu qui inspirait la confiance et la compétence. Camille m'a accueilli avec un regard grave. Elle me connaissait depuis 20 ans, elle a su en 1 seconde que la situation était sérieuse. Elle m'a servi un verre d'eau que j'ai bu d'une traite, sans m'en rendre compte. Je lui ai tout raconté, ma voix se brisant parfois. Le texto de Manon, l'ultimatum de mes parents, l'humiliation sur Facebook, et enfin, l'alerte de la banque pour les 5000 €. Elle a écouté sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps, son visage devenant de plus en plus sombre. Quand j'ai eu fini, elle a simplement dit « Donne-moi tes codes d'accès. On va regarder ça de plus près. » Elle a ouvert son ordinateur portable, et en quelques clics, nous étions connectés au portail de la banque. L'historique des transactions du compte joint s'est affiché sur l'écran. Au début, je n'ai vu que les petites dépenses habituelles, les courses à Carrefour, la facture d'électricité, la pharmacie. Tout semblait normal. Remontons plus loin, a dit Camille, sa voix calme et professionnelle. Elle a cliqué sur l'historique des 4 dernières années, depuis la création du compte. Et c'est là que l'horreur a commencé. La page s'est remplie de lignes et de chiffres que je n'avais jamais vus. Des virements importants, récurrents. Des milliers d'euros chaque mois, qui partaient vers des créanciers inconnus. Mon souffle s'est coupé. Camille, avec son œil d'experte, a commencé à décortiquer le désastre. Regarde ça, Apolline. Des paiements mensuels à Cofidis, Cetelem, Sofinco. Ce sont toutes des sociétés de crédit à la consommation. Ils ont des dettes, de grosses dettes. Je fixais l'écran, incapable de prononcer un mot. Des dettes? Ils m'avaient toujours dit qu'ils géraient leur budget avec soin. Puis, elle a pointé une autre ligne.
Un prélèvement mensuel de 800 € au nom de Crédit Foncier de France. Ça, c'est un prêt immobilier, a-t-elle expliqué. Mais ils sont censés avoir bientôt fini de payer la maison. Elle a froncé les sourcils, a tapé quelques informations sur son clavier. Apolline, ce n'est pas le prêt initial. C'est une deuxième hypothèque. Ils ont réhypothéqué la maison. La nausée m'a envahi. Une deuxième hypothèque. Ils avaient mis en jeu la maison de notre enfance, et ils ne m'avaient rien dit. Ils m'avaient laissé verser de l'argent tous les mois, en pensant que je les aidais à vivre, alors qu'en réalité, je colmatais les brèches d'un navire en train de couler. Mais le pire était encore à venir. Camille a ouvert un autre onglet, celui des paiements par carte bancaire. La carte associée au compte était à leur nom, mais c'était mon argent qui l'alimentait. Et là, ce n'était plus une question de dette. C'était une question de style de vie. Des centaines d'euros dépensés aux Galeries Lafayette, chez Sephora, dans des restaurants chics du centre de Lyon que je ne pouvais même pas me permettre. Il y avait même des paiements à une agence de voyage pour un week-end à Saint-Tropez au nom de Manon. Un détail particulièrement cruel a attiré mon attention, un prélèvement de 300 € dans un spa de luxe, le jour de mon propre anniversaire. Pendant que je travaillais, il célébrait avec mon argent. Mon argent. Mon travail. Mes sacrifices. Transformés en sac à main de luxe, en parfum et en week-end au soleil pour ma petite sœur. Chaque ligne sur ce relevé était une gifle. Chaque euro dépensé était une trahison. Camille a pris une calculatrice. Elle a additionné les grosses sorties d'argent, les virements inexplicables, les dépenses somptuaires. Le silence dans la pièce était pesant, seulement troublé par le cliquetis des touches. Finalement, elle a levé les yeux vers moi. Son visage était blême. Apolline ? En 4 ans, ils ont retiré plus de 100 000 € de ce compte. De ton argent. 100 000 €. Le chiffre a flotté dans l'air, irréel, monstrueux. C'était une mise de fonds pour un appartement. C'était des années de travail. C'était mon avenir. Et il me l'avait volé. J'ai posé ma tête entre mes mains, essayant de respirer, mais l'air ne semblait plus atteindre mes poumons. Chaque ligne du relevé bancaire était une claque. Mais un paiement en particulier a attiré notre attention, un paiement qui expliquait la véritable raison de l'urgence de ma sœur et de la panique de mes parents. Au milieu de ce cimetière de chiffres qu'était mon relevé bancaire, Camille a pointé du doigt une ligne qui semblait anodine au premier abord. Un paiement de 3 000 €, effectué 2 semaines plus tôt. Le bénéficiaire était une société nommée « Rêve d'un jour », basée à Écully, une banlieue huppée de Lyon. Une recherche rapide sur Google nous a donné la réponse. Rêve d'un jour était une agence d'organisation d'événements de luxe. Spécialité, mariage et fiançailles. 3 000 €. Pour un organisateur de fête. Mon cerveau a commencé à tourner à toute vitesse, essayant de connecter les points. Pourquoi aurait-il besoin d'un tel service ? C'est là qu'une image m'est revenue en mémoire. Une photo que Manon avait postée sur Instagram quelques semaines auparavant. Elle était au restaurant, souriante, sa main gauche posée, négligemment, sur la table. À son annulaire, une bague scintillait. Une bague de fiançailles. Sur le moment, je n'y avais pas prêté attention, pensant que c'était encore un de ses caprices, un bijou fantaisie. Mais maintenant, mon cœur s'est emballé. Il n'y avait qu'un moyen de savoir. J'avais une cousine, Élodie, avec qui j'avais gardé un contact lointain. Sa mère était la sœur de la mienne, et les nouvelles circulaient vite de ce côté de la famille. J'ai pris mon téléphone, mes doigts tremblant légèrement. J'ai composé son numéro. Salut Élodie, c'est Apolline. Excuse-moi de t'appeler si tard. Dis-moi, je suis un peu perdue avec toutes les histoires de famille en ce moment. Est-ce que Manon est fiancée ? Il y a eu un petit rire à l'autre bout du fil. Ah, tu n'étais pas au courant ? Ta mère ne t'a rien dit ? Oui, bien sûr. Elle va se marier avec le fils d'une famille très connue dans l'immobilier à Lyon. Des gens très riches, de la vieille bourgeoisie, comme on dit. D'ailleurs, ils organisent une grande fête de fiançailles le mois prochain pour présenter les deux familles. Ta mère est sur un petit nuage, elle ne parle que de ça. Elle veut que tout soit absolument parfait, pour faire bonne impression. Elle dit que c'est la chance de sa vie pour Manon.
Le téléphone m'a presque glissé des mains. Tout s'éclairait d'un coup, d'une lumière crue et sordide. La fête d'anniversaire des 18 ans. Les 2500 €. C'était un mensonge. Un écran de fumée. Ils avaient utilisé mon argent, les 3000 €, comme acompte pour réserver cette agence de luxe et organiser une fête de fiançailles tapax en Graveleuil. Pour impressionner la belle famille riche de ma sœur. Et maintenant, le solde était dû. Les 5000 € qu'ils avaient virés en panique ce matin, c'était probablement pour ça. Et les 2500 € qu'ils me réclamaient, c'était la somme qu'il leur manquait pour boucler leur budget de mensonges. Ils ne me demandaient pas de l'argent pour le bonheur de Manon. Ils m'ordonnaient de payer pour maintenir leur façade. Pour financer leur escroquerie sociale. Mon estomac s'est noué de dégoût. Ils étaient prêts à me renier, à m'humilier publiquement, non pas pour une question de survie, mais pour une question d'apparence. Pour ne pas perdre la face devant des étrangers. La tristesse et la douleur que j'avais ressenties ont été balayées par une vague de fureur froide. Une rage comme je n'en avais jamais éprouvée. C'en était trop. C'était la trahison de trop. J'ai regardé Camille. Elle a lu la vérité dans mes yeux. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-elle demandé doucement. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas appelé mon père. J'ai composé le numéro du service client de ma banque. Une voix automatique a répondu. J'ai patiemment navigué dans le menu, jusqu'à atteindre l'option que je cherchais. Parler à un conseiller. Quand une voix humaine a finalement répondu, ma propre voix était calme, posée, mais tranchante comme une lame de rasoir. Bonjour. Je m'appelle Apolline Dubois. Je souhaite geler et clôturer immédiatement le compte joint numéro 4578. Oui, tout de suite. De manière permanente. J'ai répondu à toutes les questions de sécurité avec une précision glaciale. À la fin, le conseiller m'a dit, « C'est fait, Madame Dubois. Le compte est bloqué et la procédure de clôture est enclenchée. » Le compte était gelé. Le robinet était coupé. Je pensais que le pire était passé. J'avais tort. La vraie tempête n'allait commencer que maintenant. Après avoir raccroché avec la banque, un silence étrange s'est installé dans le bureau de Camille. C'était fait. En quelques minutes, j'avais coupé le cordon financier qui me liait à eux depuis des années. Je me sentais à la fois vidée et étrangement puissante. Et maintenant, m'a demandé Camille. Maintenant, je les préviens. De retour chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai rédigé un email, adressé à mes parents et à ma sœur. Chaque mot était pesé, chaque phrase était taillée dans la glace. Il n'y avait pas d'émotion, pas de colère, juste des faits. Objet, compte joint. Le compte joint est désormais fermé. Je suis au courant pour les 100 000 € prélevés au cours des 4 dernières années. Je suis également au courant pour la deuxième hypothèque et les dettes de crédit. Et je sais que la demande pour l'anniversaire était un mensonge pour financer une fête de fiançailles. Il n'y aura plus d'argent. Jamais. Vous êtes seul maintenant. Apolline. J'ai appuyé sur « Envoyer » sans hésiter. La bombe était lâchée. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour voir les effets de l'explosion. Moins de 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer frénétiquement. C'était Manon. J'ai décroché, préparé au pire. Sa voix était méconnaissable. Ce n'était plus la princesse capricieuse, c'était une furie. « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle hurlé, si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. « Tu es complètement folle ? Tu ne peux pas faire ça. J'ai besoin de cet argent. Tu es en train de tout gâcher. Tu ruines ma vie. » J'ai attendu qu'elle reprenne son souffle. Ma voix, en comparaison, était un murmure glacial. « Ta vie ? Ou ta comédie ? C'est fini, Manon. Le spectacle est terminé. » Elle a crié quelque chose d'inintelligible, un mélange d'insultes et de sanglots de rage, avant de me raccrocher au nez. Immédiatement après, une avalanche de SMS de ma mère a commencé. C'était un mur de textes, incohérent, plein de fautes de frappe, un mélange de supplications et d'accusations.
Comment oses-tu nous accuser après tout ce qu'on a fait pour toi? On avait besoin de cet argent pour survivre. Tu es l'égoïste sans cœur, tu ne penses qu'à toi, tu nous laisses tomber au moment où on a le plus besoin de toi. Ta sœur est inconsolable à cause de toi, tu détruis cette famille. Apolline, tu la détruis. Survivre? Survivre avec des week-ends à Saint-Tropez et des organisateurs de fêtes de luxe? L'absurdité de ces mots m'a presque fait rire. J'ai ignoré ces messages. Puis mon père a appelé. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Sa voix n'était pas criarde comme celle de Manon, ni pleurnicharde comme celle de ma mère. Elle était basse, menaçante. Apolline. Réfléchis bien à ce que tu es en train de faire. Tu es en train de franchir une ligne. Une famille, c'est pour la vie. Tu es en train de nous faire un mal terrible. Un mal que tu pourrais regretter. Annule tout ça. Vire l'argent. Et on oubliera cet incident. C'était incroyable. Même maintenant, après avoir été découvert, il ne montrait pas le moindre remords. Pas la moindre excuse. Ils continuaient de me menacer, de me manipuler. Ils essayaient de me faire passer pour la méchante. La coupable. Leur voix résonne encore dans ma tête. Avez-vous déjà été dans une situation où ceux qui vous ont fait du tort essaient de vous faire passer pour le méchant? Dites-le moi dans les commentaires. C'est une forme de manipulation tellement perverse. La suite de mon histoire est encore plus intense. Cette nuit-là, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Je l'ai finalement mis en mode avion. J'étais assise dans le noir, le silence de mon appartement brisé uniquement par les battements de mon propre cœur. Il ne comprenait pas. Il pensait que c'était une crise de colère, un caprice de ma part. Il pensait que j'allais revenir, que j'allais plier. Comme toujours. Mais il se trompait. Leurs messages continuaient d'arriver, de plus en plus désespérés, puis de plus en plus haineux. Manon m'a envoyé une photo d'elle en larmes, un chef-d'œuvre de mise en scène. Ma mère m'a dit que mon père ne se sentait pas bien, jouant encore une fois la carte de sa santé fragile. Mais c'était trop tard. Le charme était rompu. Je ne voyais plus ma famille. Je voyais des étrangers qui avaient porté mon nom de famille et qui m'avaient utilisé. Leurs appels et leurs messages n'étaient que du bruit. J'ai décidé qu'il était temps d'avoir une dernière conversation. Pas au téléphone. Pas par email. Face à face. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Une semaine plus tard. Le temps qu'il m'a fallu pour rassembler mes forces, pour préparer mes arguments, et surtout, pour construire une armure autour de mon cœur. J'ai pris ma voiture et j'ai roulé jusqu'à Caluire-et-Cuire. Jusqu'à la maison de mon enfance. Chaque rue que je prenais ravivait des souvenirs, bons et mauvais. Mais aujourd'hui, je n'étais pas là pour la nostalgie. J'étais là pour un enterrement. L'enterrement de la fille que j'avais été. En garant ma voiture, j'ai vu que les volets étaient à moitié fermés, comme si la maison elle-même avait honte. J'ai respiré profondément avant de sortir. Je n'ai pas sonné. J'avais encore ma clé. Je suis entrée. Ils étaient tous les trois dans le salon, comme s'ils m'attendaient. Le silence était électrique, chargé de reproches. Mon père se tenait près de la cheminée, les bras croisés. Ma mère était assise sur le canapé, un mouchoir à la main. Manon était avachie dans un fauteuil, le regard fixé sur son téléphone, feignant l'indifférence. L'odeur du parfum de ma mère flottait dans l'air, une odeur que j'associais autrefois au réconfort, et qui maintenant me donnait la nausée. J'ai posé mon sac. J'ai sorti un dossier que Camille m'avait aidé à préparer. Je l'ai posé sur la table basse, le bruit sourd résonnant dans le silence. Je ne suis pas venu pour me disputer. Je suis venu pour mettre les choses au clair. Une dernière fois. J'ai ouvert le dossier. J'ai sorti les relevés bancaires. Je sais tout. Les 100 000 € que vous avez pris sur le compte joint. J'ai sorti les documents du prêt. Je sais pour la deuxième hypothèque. Et je sais que vous avez près d'un demi-million d'euros de dettes diverses. Le visage de ma mère s'est décomposé. Mais pas de honte. De fureur. Mais comment oses-tu fouiller dans nos affaires privées?
C'est notre vie. Tu n'as pas le droit. Votre vie privée, ai-je répondu, ma voix montant d'un cran. Vous l'avez financée avec mon argent. Avec mon travail. Vous m'avez menti pendant des années, en me disant que c'était pour survivre, alors qu'en réalité, vous financiez le train de vie d'une princesse. Mon doigt a pointé vers Manon. C'est là qu'elle a enfin levé les yeux de son téléphone. Pas de remords. Pas de honte. Juste du mépris. Oh, ça va, a-t-elle craché. Arrête de jouer les victimes. Tu es juste jalouse. Jalouse parce que j'ai une vie, moi. Parce que je vais me marier avec un homme formidable et riche, alors que toi, tu n'es qu'une vieille fille aigrie avec sa carrière. La violence de ces mots m'a coupé le souffle. Vieille fille. C'était son argument. Pas une excuse, pas un regret. Juste une insulte cruelle et calculée pour me faire mal. À ce moment précis, j'ai eu une révélation. Je n'étais pas en colère. J'étais triste pour elle. Triste qu'à 18 ans, sa seule vision du succès soit d'épouser un homme riche. Mon père est intervenu, sa voix dure comme la pierre. Elle a raison sur un point. Tu es en train de saboter sa chance d'avoir un avenir brillant. Cette fête de fiançailles est cruciale. La famille de son fiancé doit voir que nous sommes des gens respectables. Tu es en train de tout détruire pour une histoire d'argent. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tu nous dois bien ça. Tu nous dois bien ça. Cette phrase a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Toute la douleur, toute la colère, toutes les années d'injustice ont explosé en moi. Mais je n'ai pas crié. Ma voix est sortie dans un souffle, calme, terrifiant. Je ne vous dois rien. J'ai regardé mon père dans les yeux. Le seul que je devais quelque chose, c'était la petite fille de 16 ans que j'étais, celle à qui vous avez volé son voyage en Italie pour acheter une poupée. J'ai regardé ma mère. Je ne vous dois rien, surtout pas après que vous ayez utilisé votre santé et la mienne pour me manipuler. Et enfin, j'ai regardé ma sœur. Et toi, je ne te dois absolument rien. Surtout pas mon respect. Je me suis retournée. J'ai repris mon sac. C'est terminé. L'argent, c'est terminé. Et nous, c'est terminé aussi. Débrouillez-vous. Je suis sortie de la maison sans me retourner. Leur voix explosait derrière moi, un chaos de cris, de pleurs et d'insultes. Mais pour la première fois, ce bruit ne m'atteignait plus. C'était juste le son d'un monde qui s'effondrait. Le leur. Pas le mien. En quittant cette maison, je sentais un poids énorme se lever de mes épaules. Mais je savais aussi que les conséquences de leurs actions allaient bientôt les rattraper, et de la manière la plus brutale qui soit. Le trajet du retour de Caluire-et-Cuire à mon appartement à Lyon m'a semblé durer une éternité. J'ai conduit en pilote automatique, le film de la confrontation se rejoint en boucle dans ma tête. La rage de ma mère, la froideur de mon père, le mépris de ma sœur. En arrivant chez moi, la première chose que j'ai faite a été de prendre mon téléphone. J'ai bloqué leurs 3 numéros. Un par un. Puis j'ai bloqué leurs profils sur tous les réseaux sociaux. J'ai créé un filtre dans ma boîte mail pour que leurs messages aillent directement à la poubelle. C'était un acte radical, chirurgical. J'amputais la partie malade de ma vie pour sauver le reste. Les premières semaines ont été étranges. Le silence était assourdissant. J'attendais constamment un appel, un message, une tentative de contact. Mais il n'y en a eu aucune. J'ai commencé à voir un thérapeute, sur les conseils de Camille. J'avais des années de manipulation et de dévalorisation à déballer. J'ai appris à reconnaître les schémas, à comprendre comment ma propre soif de reconnaissance les avait aidés à me contrôler. J'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. J'ai pleuré la famille que je n'avais jamais eue. J'ai pleuré la fille que j'avais été, celle qui pensait que l'amour pouvait s'acheter avec des virements bancaires. Puis, lentement, la paix a commencé à s'installer. Une paix fragile, mais réelle. Je redécouvrais le plaisir simple d'un week-end sans angoisse, sans la crainte d'un appel au secours financier. Mon argent était enfin le mien. Je pouvais faire des projets pour moi, pour mon avenir, sans avoir à provisionner pour leur prochaine urgence. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté pour un vrai projet, un voyage.
Un long voyage, juste pour moi. Peut-être en Italie. Les mois ont passé. Et puis les nouvelles ont commencé à m'arriver, par bribes, via ma cousine Élodie, qui m'appelait de temps en temps pour s'assurer que j'allais bien. La première nouvelle concernait Manon. Ses fiançailles avaient été rompues. Sans l'argent pour la fête somptueuse, sans la façade de respectabilité, la supercherie était apparue au grand jour. La riche belle famille, sentant l'arnaque, avait pris ses distances aussi vite qu'elle était apparue. Le beau prince charmant n'était finalement pas si charmant quand il n'y avait plus de dot en perspective. La deuxième nouvelle était plus grave. Mes parents. Sans mon soutien financier, leur château de cartes de dette s'était effondré. Ils n'avaient pas pu faire face au remboursement de la deuxième hypothèque ni à leurs multiples crédits à la consommation. Ils avaient dû déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. La procédure avait été longue et humiliante. Finalement, la décision était tombée, la maison devait être vendue pour rembourser une partie des créanciers. La maison de mon enfance, la seule chose de valeur qu'ils possédaient, était partie en fumée. Élodie m'a dit qu'ils avaient déménagé dans un petit T2 en location, dans un quartier bien moins prestigieux. Et enfin, il y a eu des nouvelles de Manon elle-même. Sans les fiançailles, sans l'argent de papa-maman, qui n'était en fait que mon argent, la vie de princesse était terminée. Pour la première fois de sa vie, à 18 ans passés, elle avait dû chercher un travail. Un vrai. Élodie m'a raconté, avec un mélange de pitié et d'ironie, qu'elle l'avait croisé. Manon portait un uniforme et mettait des produits en rayon au Carrefour City du coin. Son visage était fermé, sans le sourire arrogant que je lui avais toujours connu. En entendant tout cela, je n'ai ressenti aucune joie. Aucun triomphe. Pas de « je vous l'avais bien dit ». Juste une profonde et amère tristesse. Une tristesse pour le gâchis monumental qu'avait été notre famille. Mais sous cette tristesse, il y avait aussi un soulagement. Un soulagement immense. Leur monde de faux-semblants s'était effondré. Et pendant qu'ils ramassaient les morceaux, je commençais enfin à construire ma propre paix. Aujourd'hui, plusieurs années ont passé depuis ces événements. La vie a repris son cours, mais elle n'est plus la même. Je suis toujours à Lyon, toujours dans le marketing, mais j'ai changé. La blessure est toujours là, quelque part, mais elle ne me fait plus mal. C'est une cicatrice, le rappel d'une bataille que j'ai menée et que j'ai gagnée. Pas contre eux. Contre moi-même. Contre la partie de moi qui croyait que je devais me sacrifier pour être aimée. Je n'ai plus jamais eu de contact avec mes parents ou ma sœur. Parfois, je me demande ce qu'ils sont devenus. J'espère, sans trop y croire, qu'ils ont appris quelque chose. J'espère que mon père a trouvé la paix, que ma mère a appris à vivre sans se soucier du regard des autres, et que Manon a découvert la fierté de gagner son propre argent. Mais ce ne sont que des espoirs. Leur vie ne m'appartient plus. Mon chemin vers la guérison a été long. La thérapie m'a sauvée. Elle m'a appris le mot le plus important et le plus difficile de la langue française, non. J'ai appris à dire non sans me sentir coupable. J'ai appris à poser des limites, à protéger mon énergie, mon temps et mes finances. J'ai appris que je n'étais pas responsable du bonheur des autres, et encore moins de leurs mauvaises décisions. L'année dernière, avec l'argent que j'ai économisé, je suis partie 3 semaines. En Italie. J'ai vu Florence, j'ai vu Rome. Et en me tenant devant le Colisée, je n'ai pas pensé à eux. J'ai pensé à la jeune fille de 16 ans que j'étais, et je lui ai dit que nous avions enfin réussi. Avec le recul, cette épreuve terrible a été le plus grand cadeau que la vie pouvait me faire. Elle m'a forcé à ouvrir les yeux. Elle m'a libéré d'une prison dorée dans laquelle je m'étais enfermée moi-même. Une prison faite de devoirs imaginaires et d'obligations toxiques. Et c'est la leçon que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La famille, la vraie, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de respect, de soutien et d'amour inconditionnel. L'amour ne devrait jamais avoir un prix. Il ne devrait jamais être une monnaie d'échange. Si quelqu'un, même votre mère, votre père ou votre sœur, vous fait sentir que vous devez payer pour leur affection, que ce soit avec de l'argent, du temps ou votre propre santé mentale, alors ce n'est pas de l'amour. C'est du commerce. Et vous avez le droit de refuser la transaction. Protéger votre propre sécurité, votre propre bien-être, n'est pas un acte d'égoïsme.
C'est un acte de survie. Vous avez le droit de vous choisir. Vous avez le devoir de vous choisir. Parce qu'à la fin de la journée, la seule personne qui sera toujours là pour vous, c'est vous-même. À tous ceux qui m'écoutent, merci d'avoir suivi mon histoire jusqu'au bout. Cela a été un chemin difficile, mais le partager avec vous, ici, m'aide à continuer de guérir. J'aimerais beaucoup lire vos expériences. Avez-vous déjà dû établir des limites fermes avec votre famille ou vos proches? Avez-vous déjà dû dire « stop » à une relation toxique? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, créons un espace de discussion et de soutien. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a touché ou vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour me le faire savoir. Et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines histoires de vie. Votre soutien est tout pour moi et m'encourage à continuer de partager ces récits. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais votre propre valeur.